Bonjour, aujourd'hui interview avec Thomas Le, qui est un étudiant ingénieur spécialisé dans l'art sartorial, c'est-à-dire l'art de bien s'habiller. On va justement parler de comment choisir un bon costume, notamment pour étudiants ingénieurs. On va parler de plusieurs sujets en ce qui concerne la couleur, les matériaux, les prix et aussi quelques recommandations. Ensuite, on va continuer à parler projet, sa vision, comment il va gérer la fin de ses études, est-ce qu'il va passer à plein temps. Il va d'ailleurs me poser quelques questions à ce sujet-là, je vais lui faire une analyse des risques par rapport à son profil, on va parler de comment utiliser LinkedIn lorsqu'on est étudiant, et enfin, je vais aussi parler des conflits d'intérêts lorsqu'on a un job et qu'on a une chaîne YouTube. Bref, il y a des chapitres en bas de la vidéo, vous pourrez donc sauter d'une question à l'autre selon ce qui vous intéresse le plus. Ce podcast est hyper intéressant, notamment si vous êtes étudiant ingénieur et même si vous êtes étudiant tout court, que vous vous posez des questions sur votre premier costume ou sur l'aventure de YouTube lorsqu'on est étudiant. Bon visionnage. La question originelle, c'est un mec qui s'appelle Corentin sur le Discord justement et qui posait la question du costume. Il ne comprenait pas déjà la différence de prix entre certains modèles. C'est vrai quand tu es étudiant, moi je ne connais pas grand-chose non plus en costume, donc je ne voyais pas trop la différence qu'il pouvait y avoir. Et ensuite, il disait la question, c'était quel costume choisir pour travailler au siège social de Michelin. Bon, très bien. Et en réfléchissant, en parlant un peu, il y a plusieurs questions qui viennent. Le général, c'est comment tu choisis ton premier costume, c'est-à-dire ceux que tu vas utiliser principalement en entretien, puis après aussi dans l'entreprise au jour le jour, quand tu es jeune, avec typiquement quelle couleur. Il y avait un débat parmi les étudiants, est-ce que noir, gris, bleu foncé, est-ce qu'il y a des choses à regarder qu'il faut faire particulièrement attention. Et après, j'imagine si tu avais des recommandations peut-être soit de marque, soit de façon de faire ou de regarder. Après, justement, là, c'était la discussion en mode open, on peut parler de différentes choses, mais je me suis dit que tu auras peut-être une opinion là-dessus. D'accord. Donc, plutôt ciblé, du coup, étudiant, quelqu'un qui vient de faire ses études et qui va trouver un stage ou son premier emploi, c'est ça? Donc, ouais. Absolument. Ok, ça marche. Bah, du coup, moi, c'est Thomas aussi. Du coup, voilà, j'ai une chaîne YouTube où j'y parle vêtements et sport. Enfin, sport depuis récemment, mais beaucoup vêtements. C'est d'ailleurs pour ça que Thomas m'a sollicité. Et du coup, voilà, c'est une grande passion chez moi et notamment tout ce qui est style sartorial que j'aime beaucoup, chemise, costume, beaux souliers et tout. Donc voilà, ce qui se prête bien aussi à la tenue de travail dont tu parles avec le costume. Alors, sartorial, Alors, tout le monde ne connaît pas forcément, parce que je sais que quand j'étais c'est ingénieur, je ne vrai. connaissais pas le mot. Qu'est-ce que ça veut dire sartorial? Qu'est-ce que ça inclut? Alors, sartorial, en fait, c'est tout ce qui est élégance classique, en fait. Donc, les vêtements qu'on voit souvent au XXe siècle, en fait, les gens étaient habillés très en costume, en fait. Donc, voilà, tout simplement, ça désigne c'est un style, en fait, qui regroupe plein d'habits particuliers. Et bah, tout ce qu'on connaît d'assez classe, costume 3 pièces, chemise, cravate, pantalon à pince et beaux souliers. Donc, voilà, c'est Donc, ça. ce qui correspond très bien à ce qu'on pourrait à la fois porter dans des événements UP, des soirées, ou même en entretien dans une certaine mesure. Exactement. Voilà, bah, en fait, le style sartorial, une de ses spécificités, c'est qu'en fait, il est fait pour mettre en valeur la personne. Tu es censé être en costume plus beau, entre guillemets, que tu n'es sans costume, en fait. Voilà. On a un cintrage, une taille pincée, on a des épaulettes qui nous donnent plus d'épaules, on a un pantalon, voilà, on a un, un pantalon assez beau qui nous fait des belles jambes, un beau soulier qui nous fait une belle forme de pied et tout. Enfin, on a tout qui nous met en valeur. Et c'est notamment pour ça qu'on l'utilise dans les entretiens, parce que voilà, on se met en valeur, on se vend dans un entretien, et aussi au travail où voilà, comme il y a toujours un peu une hiérarchie, voilà, on se regarde un peu tous au travail, on a tous sa position, on essaie tous d'être voilà, assez mis en valeur. Ça reste un lieu social où voilà, c'est quand même important. Donc, voilà, tout simplement pourquoi le costume est porté au travail ou en entretien. Ouais, ouais. Et donc, pour arriver justement à cette question du costume, on peut commencer quand on est en école. On va prendre le cas typiquement d'un étudiant ingénieur, mais ça peut être un étudiant de manière plus générale, qui va faire ses premiers entretiens dans des grandes entreprises. Le costume, on nous dit par défaut, c'est la base, allez le faire. À moins que tu sois vraiment quelqu'un en IT extrêmement spécialisé, tu vas postuler à des boîtes d'IT où tu peux être en t-shirt accepté. Le costume, c'est quand même très généraliste. Comment est-ce que tu choisis un premier costume quand tu es étudiant? Déjà, faut essayer de. Déjà, la base d'un costume, souvent, c'est un costume de pièces, pantalon et veste. Chemise, voilà, tout le monde en a, une chemise blanche, bleue, ça fait l'affaire. En général, on recommande d'avoir soit un costume bleu foncé, soit un costume gris foncé. Donc, sachant que c'est les deux couleurs en fait qu'on retrouve beaucoup dans le vestiaire masculin. Il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de gris, et c'est un peu la base. Il y a aussi le costume noir en fait, mais qui fait vite très formel en fait. Le noir, ça fait ça peut faire très enterrement, ou ça peut faire très smoking un peu. Et le bleu foncé et le gris foncé sont les plus versatiles. Le gris foncé, lui, fait un peu plus travail.
Et le bleu foncé, lui, on peut le porter vraiment dans toutes les situations. Je trouve que moi, c'est vraiment ce qui est le plus facile. Mais un bleu foncé est vraiment un bleu nuit. Donc, ça peut se porter au travail et aussi même en dehors, dans une soirée ou quoi, ça passera bien. Contrairement au gris qui peut faire assez formel, assez austère, le bleu, je trouve que c'est un bon choix. Il faut aussi jauger quel est l'environnement dans lequel on travaille, en fait, tout simplement. Parce que peut-être qu'un costume de pièce complet, ce sera trop formel. Peut-être qu'il faudra juste une veste. Des fois, il y a beaucoup de boîtes qui font du jean blazer, par exemple. Ils font un espèce de dépareillé. Voilà, chacun ses goûts. Moi, voilà, ça ne me dérange pas. Ça dépend aussi du code dans lequel on est. Ça dépend aussi de ses patrons, en fait, de son N+1, N+2. Parce que voilà, en fait, dans l'idéal, il faut être bien habillé, mais quand même, entre guillemets, moins bien habillé que tes patrons, en fait. Sinon, ça peut mal le faire. Ça dépend après eux comment ils le prennent. Mais voilà, ça peut être un truc délicat. Donc, en fait, finalement, ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel tu es. Quels sont les codes, en fait, tout simplement. Parce que tu peux être, imaginons, en costume bleu. Si le code, c'est un costume gris pour tout le monde, bah, du coup, ton costume bleu passera pas, ou inversement. Donc, en fait, voilà, ça dépend des politiques des boîtes. Donc, voilà, ne pas hésiter à la première semaine ou limite le premier jour. Bon, comme c'est les premiers jours, on a un peu le droit à l'erreur, mais à jauger un peu autour de soi comment sont les gens ou qui t'a même demandé, il n'y a pas de souci. Ouais, non, tout à fait d'accord sur le coup du si tu vois que tout le monde est en costume gris et que toi tu es le seul en costume bleu, il faut peut-être te poser la question et aller t'acheter un costume C'est gris ça. avec ta première paye. Bon, et quand on revient donc à la situation où tu dis bleu marine, bleu fonce, bleu nuit, comme tu as dit, un costume bleu nuit, c'est ce que j'avais aussi, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on m'avait conseillé comme premier costume. Comment tu fais pour savoir dans quelle boutique aller, lequel acheter? Parce qu'il y a des prix, il y a un range, une gamme de prix assez forte, ça peut aller de 200, 300 euros à beaucoup plus. Et Ouais. c'est assez étonnant. Enfin, comme je disais, il y avait des étudiants qui étaient un peu désarçonnés face à cette gamme. Et est-ce qu'on veut vraiment acheter le plus cher, parce que ce sera vraiment mieux ou pas? Comment est-ce que tu choisis à ce niveau? Enfin, quel type de range de prix est acceptable selon toi? Et qu'est-ce qu'il faut vraiment regarder en fait, peut-être au-delà du prix? Alors, comme tu dis, il y a beaucoup de prix, parce qu'il y a beaucoup de gamme et de qualité et de style, en fait, différents sur le costume. Après, voilà, ça dépend. Je dirais que faut pas hésiter à mettre une centaine, quelques centaines d'euros. Parce que si jamais c'est un vêtement que tu vas porter tous les jours au travail, il faut que tu sois à l'aise avec et que tu sois confortable. Donc, imaginons qu'un costume moins cher, mais qui t'est pour toi inconfortable, il vaudra mieux que tu mettes plus et qu'il soit confortable dedans parce que voilà, ce sera important pour toi. Donc, déjà, faut qu'il soit à la bonne taille pour toi. Donc, ça, c'est assez indépendant du prix, mais il faut que tu trouves la bonne taille. Il y a aussi la matière qui joue. Par exemple, souvent, les costumes d'assez bonne qualité sont en laine. C'est la matière de base pour un costume. Et c'est une matière qui est assez respirante, en fait, où tu sues peu dedans et ça retient assez peu les odeurs, contrairement à des costumes, par exemple, de très bas de gamme en polyester avec beaucoup de matière synthétique où ça peut vite revenir tes odeurs. On peut vite avoir chaud en plus en costume si jamais tu as le port de la cravate. Il y a beaucoup de monde dans la salle de réunion, donc ça peut être compliqué. Et ça fera un peu vieillot. Donc, je dirais à un minima, moi, je conseillerais d'avoir un costume en laine. C'est la base. Donc, je sais qu'il y en a on peut en trouver chez des marques comme pas trop chères, pour des marques comme Massimo Dutti, par exemple, de cet ordre-là. Il y a Sud Supply aussi qui est sympa. Après, voilà, il y en a, je sais pas, qui ont des styles. Est-ce qu'ils veulent des épaulettes, pas d'épaulettes? Est-ce qu'il y en a qui veulent un gros cintrage? Une question de style aussi qui va avec le prix. Mais voilà, globalement, je conseillerais un costume en matière naturelle, pas en synthétique. Et Ouais. ensuite, en fonction de la coupe, ce que les gens préfèrent, c'est assez subjectif. Parce qu'il y a aussi un truc qui fait beaucoup le prix, c'est la structure du costume. C'est-à-dire que, je sais pas si tu connais l'entoilage, toi, d'un En faisant mes costume, ce que recherches, c'est. j'ai découvert ça. D'accord. En fait, c'est un costume, comme c'est un vêtement assez classe. Souvent, il y a une construction, on met un entoilage dedans. C'est un espèce pas un plastron, mais c'est quelque chose qu'on met. En fait, un costume, soit il est thermocollé pour tenir les pièces du costume, en fait, soit on met un entoilage pour que le costume tienne. C'est un peu comme le squelette du costume, on le voit pas. Et en fait, ça, à faire, ça coûte assez cher. Mais on a un beau tombé, on a un beau roulé de revers, la veste tombe super bien. Et c'est souvent ça qui fait aussi le prix du costume, comment il est structuré. Est-ce que l'épaule est très travaillée, est très montée, par exemple? Est-ce que c'est juste fait comme une épaule de chemise, c'est-à-dire juste cousu comme ça? Donc ça dépend de plein de choses et il y a tout ça aussi qui joue dans la gamme des prix. Donc moi, je dirais quand même, voilà, pour vous résumer, un costume en 100% laine, voilà, en matière naturelle, pas forcément avec un entoilage ou non.
Donc voilà, il peut être thermocollé. En fait, le thermocollage, ça vit moins bien. En fait, ça vieillit moins bien, pardon. Il y a aussi ce côté-là à prendre en compte. Mais voilà, pour quelqu'un qui veut juste son costume, un thermocollé, ça fait l'affaire. Sachant qu'en général, pour quelqu'un qui travaille 5 jours dans la semaine, il faut avoir 3-4 costumes pour avoir suffisamment de roulement. C'est souvent les Tu, pantalons. tu veux dire quoi Dis-moi. par 3-4 costumes Ah oui, pour les pantalons plus ou pour le costume en lui-même? 3-4 costumes, parce qu'en fait, faut le changer. Forcément, tu passes pas tous les jours dans le costume. Moi, je dirais à minima 3. En fait, c'est ce qu'il se faut. En fait, tu portes le premier le lundi, puis le deuxième mardi, mercredi, puis tu remets le premier jeudi. Et en fait, tu fais juste varier la chemise dans laquelle tu transpires. Et pour pas avoir à trop dépenser et pas non plus à trop laver, tu vois. Donc Mhm. voilà. Ensuite, voilà, tu peux faire varier le bleu, le gris, avoir un deuxième bleu, et tout ça. Mais voilà, c'est ce que je dirais. Et pour un costume de spree, ce serait dans les 200, entre 150 et 300 et quelques, 400, ça peut Ouais. se trouver. Et en marque, je te recommande. Dis-moi. Non, c'est juste que je suis étonné, enfin pas étonné, mais surpris par par 3 costumes, parce que même moi, actuellement, j'en ai pas 3. Et bon, c'est parce que je suis en Australie, donc je mets jamais de costume. Mais même en Ouais, France, en fait, vu que il y avait les entretiens, forcément, j'arrivais avec le costume qui était plus ou moins toujours le même. Et une fois que j'ai été en entreprise, assez vite en général, vu qu'il n'y avait pas de cravate et que c'était plutôt informel, on mettait le costume pour arriver, la veste notamment. Et la veste, on pouvait l'enlever 5 minutes après être entré, on la posait et puis on était en chemise en fait. Et c'était les pantalons, j'en avais plusieurs, oui, mais le costume en lui-même, ouais, enfin le haut, d'accord. j'avais une vraie tenue. Pour tous les entretiens, c'était la même. Et puis ensuite, je variais les pantalons qui étaient de couleurs relativement similaires. Mais le haut, vu que je ne la portais pas, en fait, je n'en avais pas besoin d'en avoir 3. Enfin, c'était comme ça que je D'accord. pensais à l'époque. Peut-être que je le faisais mal, mais. Non, non, bah en fait, moi je supposais dans ma tête que c'était quelqu'un qui était obligé d'avoir la totale avec la cravate et tout dedans. Donc Ouais. là, c'est obligé. Mais oui, après, si c'est juste arriver avec puis la retirer, c'est sûr que tu peux garder, tu peux te permettre d'en avoir moins. Mais pour Ouais. quelqu'un qui travaille 5 jours par semaine, Comme en banque, qui est par tout le exemple, où tu es obligé temps. de le garder. Ouais. Oui, voilà. J'avais Mm. dans la tête un gars de la défense qui est obligé d'être voilà, toujours apprêté. Et dans ce cas, lui, il a besoin d'avoir un roulement entre tout ça. Non, mais c'est bien, parce que même là, je pensais. J'apprends des choses parce que c'est vrai que je porte plus de costume depuis très longtemps, parce qu'en Australie, c'est très, très peu courant. Ouais, Pour l'anecdote, on me demande même. J'arrive en entretien avec des cravates et puis on te demande de les enlever parce que ça ne le fait pas, quoi. ouais, ouais. Et donc, non, je comprends. Ok, donc, D'accord. Mais oui, d'ailleurs, ce fait de retirer la veste ou quoi, c'est souvent moi ce que je préconise, par exemple, quand on me demande comment s'habiller pour un entretien d'embauche, en fait, ce que je recommande, c'est souvent d'avoir au moins une chemise, une veste et plus ou moins une cravate. Bon, ça, en général, on le sent quand c'est de trop ou pas. Et en fait, en fonction de la personne, comment elle est habillée en face de toi, tu vas retirer ce que tu as en trop, en fait. Si tu vois que la personne est juste en chemise, et bah, du coup, avec ta veste, bon, bah, tu vas la retirer, tu feras ton entretien, comme ça, vous serez un peu d'égal à égal. Mais voilà, il vaut mieux être trop habillé et retirer plutôt que d'arriver trop peu habillé et ne rien avoir à créer une veste et se la mettre, quoi. Donc voilà, il y a de ça aussi. non, Donc ça c'est fait un peu ce que sens. tu faisais finalement, ouais, quand tu as levé ta veste et que t'arrives. Alors, l'entretien, je ne le faisais pas parce que forcément, surtout à l'époque, j'étais plus jeune, donc j'avais un peu plus de stress. Donc, ce qui fait que je la gardais quasiment. Je crois que est-ce que j'ai enlevé des vestes en entretien quand j'étais plus jeune? Non, je crois pas. En vrai, je pense que tous mes entretiens, j'ai dû la garder. Quand j'étais D'accord. étudiant, premier job, ouais, Mm. je l'enlevais pas. Oui, mais après, voilà, c'est une subtilité, hein. Après, si tu as tout ce qui va bien derrière, bah, voilà, Hmm. ils vont pas Mais y je prêter pense. attention. Ouais, ouais, c'est ça. Mais les autres devaient être en veste aussi, je pense, à l'époque, ouais, parce que c'est des entretiens de conseil, donc eux aussi étaient habillés. Oui, Bah, eux, justement, c'était le cas que tu avais dit avant, ils devaient avoir 3 costumes, puisqu'ils étaient tous les jours de la semaine en costume complet. ouais, C'est pas le même. C'est pas le c'est même. ça. Et tu allais dire que tu avais des recommandations de marques potentiellement, donc tu en as donné 2. La première que j'ai pas eu, tu as eu Sud Supply que je connaissais, qui est assez, même, qui est international, qu'on a même en Australie. Mais tu en avais une première, C'est c'était bien. Simo Duetti. Massimo Dutti. Ah, Simo Duetti. Massimo Dutti, Mhm. je crois que c'est le groupe Inditex, donc voilà le gros groupe, et c'est leur marque un peu haut de gamme et qui font des trucs vraiment pas mal pour. Du coup, tes étudiants viennent de France, je suppose. Oui, ouais, ouais, ils sont à 70-80% basés en France, un peu des Belges, il y a un peu d'Afrique du Nord aussi, mais principalement, ouais, c'est ce milieu-là, on va dire. D'accord. Bah après, maintenant, ce qui est assez bien, c'est que quasiment toutes les marques proposent des choses un peu haut de gamme. Ils ont toujours un petit côté, même des marques comme Zara, H&M,
Uniqlo ou quoi, ils ont toujours des petites capsules ou des petits trucs haut de gamme qu'ils font. Et donc, il y a toujours moyen de trouver un bon costume en 100% laine et tout dedans. Donc, ça fait l'affaire aussi. Mais voilà, Massimo Dutti, Sud Supply. Il y a une marque, après, c'est un ADN un peu italien qui s'appelle Boggi Milano. Donc, aussi, qui est un peu comme dans la même gamme de prix de Sud Supply, qui peut être intéressante. Mais en tout cas, moi, ce que je conseille, c'est au moins d'avoir un bon costume vraiment beau dans une belle matière. Et sur les trois, imaginons avoir deux costumes qui sont peut-être un peu moins bons, un peu moins chers. Et en fait, que tu mettrais vraiment celui où tu es bien plutôt pour là où tu as vraiment un entretien ou un truc voilà, vraiment important. Ouais, ouais, ça fait sens parce que surtout quand on est étudiant, on n'a pas fonds limités. Donc, Mm. quitte à mettre un peu plus dans l'un des trois costumes et puis les deux autres qui sont plus des costumes une fois que tu es dans le travail et que tu es justement dans cette routine où on va potentiellement faire moins important et c'est un rendez-vous important avec un client, avec un grand manager, bah, tu mets ton beau costume ce jour-là. Et quand tu as Oui. des journées où tu fais que travailler derrière ton ordi, bah, tu vas plutôt mettre ton costume normal, Oui, normalement. voilà, c'est ça. Puis ça te permet aussi même à toi-même de marquer le coup. Tu sais que tu as un truc important, donc là, tu mets ton vêtement important et quelque part, tu t'auto-hypnoses. Et, mais oui, d'ailleurs, en plus, tu disais que tu avais plusieurs pantalons. Et ça, oui, c'est une bonne idée, ça, de doubler ses pantalons ou d'avoir plusieurs pantalons qui font l'affaire. Comme le pantalon s'use et est plus sollicité que la veste. Parce que voilà, la veste, en général, on est toujours un peu dans la même position pour l'ordi ou quoi. Et avec le pantalon, bah, on monte des escaliers, on marche, on court. Si on a des rendez-vous, on est un peu commercial, on bouge beaucoup. Vaut mieux l'avoir plusieurs pantalons. Et en plus, voilà, comme des fois on peut transpirer dedans plus que dans la veste, c'est pas mal de l'avoir, quoi. Comme tu faisais, avoir plusieurs pantalons pour une même veste. Et il y a les pantalons, ensuite il y a la chemise. Bon, j'avais que des chemises blanches à l'époque, c'est toujours le cas. Tu disais que bleu ciel, ça pouvait aussi se faire. Voilà, c'est la base en général, blanc et bleu ciel. Après, maintenant, comme on est dans des contextes de plus en plus décontractés, on peut se permettre un motif de style, je pense, une rayure discrète et tout ça, ça fait. En général, la base, on dit que c'est une chemise blanche, c'est une chemise bleu ciel et une chemise à rayures. Ça peut être blanc à rayures bleu ciel. Enfin, voilà, pas très, c'est pas fou non plus, mais voilà, on peut partir sur ça. Ah non, je comprends. On fait pas. Moi, ce qu'on m'avait dit, et tu pourras me confirmer ce que tu en penses, c'est faut rester classique et sobre dans les couleurs costume, chemise, chaussures. D'ailleurs, j'ai une question sur les chaussures qui était passée dans le chat aussi la dernière fois. Et ensuite, tu peux te permettre d'être exotique dans les chaussettes. Et grosso modo, c'est tout. Et peut-être potentiellement si tu as un foulard ou autre chose. Mais en gros, les chaussettes, tu peux avoir des chaussettes roses, ça pose pas de problème. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que. Bah, encore une fois, ça dépend du contexte, de ta boîte, de plein de choses. Mais encore une fois, ça prouve que si on parle des chaussettes, c'est que c'est vraiment juste les petits détails dont tu as le droit de t'éclater, entre guillemets. Mais sinon, il faut vraiment rester sobre dans tout le reste. Bah, souvent, les gens jouent sur les détails, c'est-à-dire la forme de col, un col plus ou moins ouvert de chemise, plus ou moins fermé, un col imposant, pas imposant. Il y a voilà, le style de costume aussi. Tu peux avoir un petit motif aussi sur ton costume. C'est pas forcément qu'il soit tout uni, tout lisse. Il peut y avoir un motif à pois, à rayures, un costume de banquier. Tu vois, il y a les rayures blanches, c'est un peu un style aussi. Il y a la petite ceinture, il y a les chaussures. Souvent, les gens s'éclatent, entre guillemets, sur les associations de couleurs. Genre la petite pochette qui est associée à la chemise ou la cravate qui rappelle la cravate bordeaux, par exemple, qui rappelle la couleur des chaussures qui ont des reflets un peu bordeaux. C'est des petits détails, voilà. Donc, mais bon, voilà, après, en vrai, on est au travail. Je pense pas que les gens fassent vraiment très attention à. Mais voilà, je pense que c'est ceux qui aiment le costume, avoir un costume et qui veulent aussi être un peu stylés qui font attention à ça. Ouais, c'est plus si tu veux te faire plaisir en fait à toi-même presque tu restes dans la norme parce qu'il y en a une, il faut la respecter, il faut comprendre qu'on est dans un environnement qui était là avant nous, qui sera là après nous, donc bah, faut s'y adapter. Mais si tu veux te permettre deux, trois originalités, si tu veux te faire plaisir, bah, tu as cet endroit, on va dire cet espace de créativité qui est petit, qui est faible, mais qui te permet de te distinguer et qui, entre personnes qui apprécient ça, peuvent se reconnaître aussi. Exactement, oui, voilà, c'est ça. Et voilà, ça peut être aussi un bon moyen voilà, de se dissocier un peu de la masse. Voilà, donc si tu t'éclates avec tes chaussettes, bah, on t'appellera peut-être le mec qui met des chaussettes roses colorées. Voilà, ça fera aussi une petite étiquette. Mais ça peut être aussi source de petits compliments. Non, c'est cool. Et pour les chaussures, alors c'est une question qui a rien à voir, mais il y a eu un débat dans le Discord où une personne a dit qu'en banque, les chaussures noires, il fallait surtout absolument éviter. Et moi, ça m'a étonné. J'ai posé la question à une copine qui travaille, elle, en banque d'affaires aussi, qui m'a dit c'est une ancienne rumeur, mais qui n'a pas vraiment lieu d'être.
Euh, Qu'est-ce que toi, enfin, t'en as entendu parler de cette adage où il ne faut pas mettre des chaussures noires, non, c'est l'inverse, il ne faut pas mettre des chaussures marron, il faut mettre des chaussures noires. Bref, est-ce qu'il y a une couleur qu'il ne faut absolument pas mettre en banque ou est-ce que c'est ancien et ça a une origine quelque part ou pas du tout? Bah, j'en ai pas entendu parler, mais ça ne m'étonne pas qu'il y ait un adage dessus, parce que en fait, bah, ce style-là, classique, costume, sartorial, c'est un style qui est assez normé, qui est assez codé en fait. Et en général, la base, c'est, enfin, comme c'est un style très ancien, il y a ce qu'on appelle des tenues de ville et des tenues de campagne en fait, qui sont toutes Mhm. les deux dans le style sartorial. Et en fait, dans les tenues de ville, tu n'as que des chaussures noires en fait, parce que c'est tes tenues de travail et tu as un costume bleu ou gris en fait, qui sont les deux couleurs du travail, d'où le costume bleu et gris de base. Et en fait, on avait tout le temps des souliers noirs. Et en fait, quand tu étais à la campagne, tu avais des couleurs un peu plus de campagne, des vestes marron, en tweed, voilà, des pantalons de velours, ce genre de choses. Et là, tu avais des souliers marrons, en fait. Qui sont les couleurs un peu de la nature, de la campagne, de la Ok. terre et tout. Et du coup, en fait, il y a un vieil adage, il y a une vieille phrase qui est assez connue qui s'appelle No brown in town, en fait. Ça veut dire pas de marron dans les villes. Et du coup, voilà, c'est un vieil adage, mais maintenant, je pense que plus personne ne fait gaffe à ça. Maintenant, tout le monde a des souliers marrons. Même, j'ai l'impression que le marron en soulier est plus populaire que le noir, parce que le noir, c'est quelque chose qui fait très austère, très formel. En fait, quand tu as un soulier noir, il n'y a pas plus, y a pas plus formel qu'un soulier noir finalement. Et en fait, le marron apporte un peu de décontraction. Donc, les gens aiment bien mélanger. Mais après, comme la banque, c'est un milieu vraiment très formel, très normé, ça ne m'étonnerait pas qu'ils autorisent que le noir, par exemple. Mais encore une fois, il faut jauger en fonction de là où tu es et te renseigner. En fait. Ah, Chaque boîte a ses codes. c'est sûr que si tu arrives le premier jour et que tu vois que strictement tous les partenaires et toutes les personnes ont des chaussures noires et que tu es seul en chaussures marron, faut potentiellement juste prendre tes chaussures noires le lendemain et vérifier si ça se confirme sur le mois, quoi. Oui, voilà, c'est ça et tout. Puis voilà, il faut toujours faire gaffe aussi à ta hiérarchie, ce genre de choses. Genre, je crois qu'on m'avait dit, quelqu'un qui avait travaillé chez Nike, qui me disait que bah, à Nike, tout le monde avait des Nike, ok, mais que les Nike du boss, c'était pas les mêmes que les Nike du N-1, -2 et tout. Donc, même sur des trucs comme ça, il y avait des subtilités. Donc, il faut vraiment faire gaffe faut vraiment juger par soi-même. En fait, c'est vraiment du cas par cas le travail pour le coup. Non, cool, cool. Toi, moi, pour les questions principales, c'était ce que j'avais, mais après, j'ai des questions pour toi, si tu es chaud. Dis-moi. Tu veux travailler justement, toi, tu veux faire quoi après? Parce que par rapport à ta chaîne, tu as une chaîne qui a été pendant longtemps principalement sur tout ce qui est sartorial. Là, tu l'as diversifié, on va dire, où tu élargis avec ce qui t'intéresse vachement, qui est tout ce qui est powerlifting que tu fais à côté. Tu as dit dans Ouais. ta newsletter que tu avais fait plusieurs compétitions cet été. Et vers quoi tu vois comment, toi, le futur, tu veux faire que de la chaîne YouTube, t'aimerais, ou Instagram où tu es plus présent, ou tu aimerais avoir un travail, ou faire du powerlifting à plein temps? Comment ça se passe de ton côté? Bah, je viens d'être diplômé. J'ai reçu mon attestation d'ailleurs hier. Donc Félicitations. voilà, merci. Donc je viens de terminer mes études et c'est encore assez frais. J'ai tout qui s'ouvre un peu. Je réfléchis encore à ce que je veux faire. Je serais pas contre travailler pour une boîte et si vraiment ça me plaît et que j'aime beaucoup la boîte aussi, ça joue pour moi. Donc idéalement, ce serait une marque soit de vêtements que j'apprécie, soit une marque de sport aussi que j'apprécie. Et moi, j'aimerais bien tout ce qui est un peu communication. C'est quelque chose de cool ou même, c'est assez rare, donc c'est ça que je me suis pas penché, mais moi, j'aime bien la création de contenu. Voilà, je pense que toi, bah, qui es ancré, tu dois comprendre, j'aime beaucoup produire, j'aime bien écrire, voilà. C'est quelque chose que j'aime bien. Après, j'aimerais aussi développer mes propres projets, donc il faut voir si eux arrivent à se développer, si je suis capable d'en vivre aussi. Donc voilà, j'ai ma chaîne YouTube, par exemple, qui ne, où il y a une audience, mais je ne propose rien. Donc voilà, je réfléchis à un moyen de gagner ma vie avec, comment je pourrais faire. Et au niveau du sport aussi, maintenant que j'ai deux audiences, entre guillemets, une audience par rapport aux vêtements et une audience au sport. Donc il faudrait que je trouve un moyen aussi. Et en fait, voilà, le truc, c'est que, par exemple, je suis en stage en ce moment. Ouais, Et par tu exemple, peux dire de quoi tu peux dire ce que tu fais ou à ouais, peu près dans le type d'industrie, ce que tu fais comme ouais, métier? bien sûr. Alors, je suis responsable de communauté pour une marque de chemise qui s'appelle Ast. H-A-S-T. Peut-être que Ok. tu connais. Ça me dit quelque chose, je vais la regarder en même temps. Vas-y, vas-y.
Bah ouais, voilà. D'ailleurs, ouais, si tu suis Bonne Gueule et tout ce genre de blog, c'est une marque qui revient souvent. C'est, en gros, ils font des très bonnes chemises dans la cinquantaine, soixantaine euros, des belles chemises formelles. D'ailleurs, si vous voulez des chemises formelles, je vous les conseille. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Et, euh, et voilà, du coup, ça se passe. Et en fait, bah, tu vois, je me rends compte, par exemple, que bah, c'est cool ce que je fais. Ça prend quand même 35 heures. Et d'ailleurs, c'est compliqué de se développer à côté. Et étant donné que je viens de finir mes études et que je finirai bientôt mon stage, je réfléchis à peut-être pas prendre quelques mois, une petite période pour essayer de tout pousser à fond de mon côté et voir est-ce que ça prend, est-ce que du coup je me mets à travailler dans une boîte ou est-ce que je continue. Faut voir. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir quelques-uns de tes conseils, vu que, bah, étant donné que je pensais que tu bossais pour toi, en fait, moi, mais comme j'apprends que tu bosses vraiment en tant que salarié et que tu arrives quand même à tout faire à côté, ça me, ça me surprend pas mal. Ouais, Ouais. alors déjà, je regardais les chemises, ouais, j'avais déjà vu le nom, j'en ai jamais eu, mais elles sont belles en tout cas. Enfin, clairement, ça va être. Parce que justement, même les Mais marques oui, comme Ast qui sont stylées, il y en a moins ici. On a ceux de Supply, mais il y a moins je vais dire, de marques européennes sur le même type de vêtements qui sont quand même assez cool ouais. à regarder. Bah, Ast, ça reste quand même une start-up, donc c'est une petite marque. Et justement, comme c'est une petite marque qui se lance, ils se sont un peu ils sont positionnés sur le bon rapport qualité-prix. Et du coup, ils font de la vraiment bonne qualité, pas très cher. Et comme ça débute, c'est français, ça c'est pas bien, ça c'est pas exporté, quoi, forcément. Hmm. Par rapport à ce que tu veux faire, toi, tu finis quand ton stage? Je le finis fin octobre. Ok, donc ça te laisse Et en un fait, bon je mois. réfléchis, Ouais. voilà, c'est ça, je réfléchis à est-ce que je cherche tout de suite un boulot, est-ce que voilà, je prends un truc. Est-ce que je me laisse un petit temps? Est-ce que je prends un truc en temps partiel aussi? Par exemple, ça peut être pas mal d'avoir une espèce de sécurité, un boulot en temps partiel, mais en même temps, ça dégage beaucoup de temps pour développer tous ces projets. Parce que voilà, en général, dès que je finis le stage, je vais m'entraîner et j'en ai pour environ 3 heures à chaque fois. Donc en fait, je rentre, je suis lessivé, j'ai le temps de rien faire et je n'ai même pas l'énergie. Donc c'est assez compliqué. T'as un profil LinkedIn? Non, enfin si, mais très peu développé. Donc, Ouais, ça bon, sert pas déjà, à première chose, il faut que tu sois trouvable parce que, alors, tu vas te penser que c'est pas lié au fait de savoir ce que tu vas faire derrière. Mais en fait, dans tous les cas, avoir un profil LinkedIn, c'est hyper avantageux que tu fasses un break ou non. Notamment parce que tous les gens que tu côtoies là maintenant, dans 5 ans, ou même dans 1 an, si tu fais un break d'1 an, tu pourras les recontacter, mais c'est beaucoup plus simple. C'était un endroit privilégié pour les recontacter et c'est LinkedIn, en fait, c'est fait pour. Ouais, c'est sûr. Ok, bah, j'y Et, réfléchirai. et la valeur, elle est vachement dans le long terme et pas dans le court terme. Et donc, enfin, ça paraît bizarre, mais bref. Et même si tu fais un break d'1 an, c'est encore D'accord. plus valable que si tu n'en fais pas. D'accord. Ah bah, c'est peut-être pour ça, du coup, que je me suis pas trop intéressé parce que, étant donné que je faisais que des candidatures, je postulais à chaque fois, je passais jamais par LinkedIn et j'avais l'impression qu'il y avait trop de monde, mais en fait, Le but de LinkedIn, en fait, c'est. Faut que je fasse une vidéo sur. Enfin, j'en ai fait une, mais une qui soit vraiment dédiée sur comment on l'utilise. Il y a La façon dont il faut utiliser LinkedIn, c'est pas du tout ça que, en général, 99% des étudiants pensent qu'on doit utiliser LinkedIn. LinkedIn, c'est pas fait pour postuler à des jobs. Enfin, c'est fait un peu pour ça, mais c'est pas fait pour. Surtout pas les stages. LinkedIn, c'est fait pour garder des liens avec des gens que tu côtoies maintenant et avec qui tu t'entends bien, idéalement. Bref, c'est sur le réseau intrinsèque. Enfin, le réseau, c'est des gens que tu aimes bien et qui t'aiment bien aussi, ou qui vont envie de t'aider et qui y réciproquement, mais à qui tu as envie de garder contact dans 10 ans. 10 ans, 20 d'accord. ans, 30 ans, et même dans 5 ans. C'est bête, mais genre, quelqu'un qui vit en Australie, il était dans la même promo que moi. S'il ne m'a pas sur LinkedIn et qu'on n'est pas assez proche pour être sur Facebook, parce que enfin, voilà, c'est quand même un peu plus proche Facebook que LinkedIn, ben, il ne saura jamais. Alors que là, il va taper Sydney, il va me voir, hey, j'arrive, machin, tu travailles là-dedans, est-ce que tu veux qu'on prenne un café? Et ce Ouais, café-là, il va me d'accord. dire ce qu'il cherche, et puis je pourrais l'aider à contacter quelqu'un, etc. Et en fait, les gens que tu côtoies maintenant, ça se trouve, dans 3 ans, il y en aura un qui sera en Amérique du Sud, si tu veux aller en Amérique du Sud, et ça sera peut-être la personne qui te permettra d'avoir un job, tu vois. Ou réciproquement, toi, tu D'accord, ouais. pourras aider quelqu'un parce que tu es dans l'entreprise Nike ou Ast et qui veut aller chez Ast parce qu'il a un entretien. Il veut demander est-ce que tu peux juste me dire est-ce que c'est bien ou pas l'ambiance de travail, tu vois. Parce que je ne sais pas si je dois Ouais, accepter le job ou pas. d'accord. Mais du coup, ça se fait d'ajouter tous les gens enfin, les gens de ton entourage sur LinkedIn comme ça? C'est un truc qui se fait assez facilement ou Moi, ça il y reste a personnel, délicat? c'est une question, il y a deux recommandations. La première, c'est que tu ajoutes les gens que tu apprécies et qui t'apprécient, de base. Commence Ok, par ça. Tous les gens avec qui tu t'envoies. Enfin, on sait très bien que quand tu as des collègues, tu as tous tes collègues, tu en as que tu apprécies moins que d'autres. Ok. Commence par ajouter les gens à qui tu te côtoies normalement, naturellement. Ajoute quand même ton boss, même si tu l'aimes pas, parce que
Ça se fait quand même un petit peu au moins le boss. Mais au-delà de cette petite blagounette, mais ajoute les gens que tu aimes bien, que tu connais, mais toujours un mot au moment où tu ajoutes la personne, parce que sinon, c'est hyper impersonnel. Ouais. Je reçois des demandes, enfin tous les jours, je reçois 5 à 10. Je leur refuse à 90% toutes les demandes, parce que si tu ne me connais Mm. pas et que tu ne mets pas un mot, ça ne sert à rien, quoi. Donc Ouais. vraiment, mets un mot juste pour dire, hey, je t'ai vu qu'on n'était pas connecté. Écoute, je suis en train de construire mon profil LinkedIn. Ben, je t'ajoute ici pour qu'on puisse rester en contact. Tu as 300 Ouais, caractères que tu peux simplement. écrire. Voilà. Et pas besoin de plus, tu sais, c'est juste la vérité. Mm. Ok, Voilà. d'accord. Bah, écoute. Ouais, je me pencherai sur LinkedIn parce qu'en plus, c'est une vieille photo. Le CV n'est pas à jour et Mais je tout. t'ai même pas trouvé. Bon, en plus, avec. C'est LE ton nom de famille ou c'est. LE, accent circonflexe, je crois. Et ça doit être, tu dois avoir un gars un peu posé de profil. Après, il y en a beaucoup qui ont aussi le même prénom et nom. Donc, Et même quand je mets Ast, je trouve pas. Donc, mais justement, il n'est pas à jour, en fait, c'est pour ça. c'est quoi ton ancien. Ton nom d'école sinon? UPEC, UPEC. Il y a un autre truc que tu sais pas et je vais juste aller là-dessus, puis après on repartira sur les vraies questions que toi tu te posais avant qu'on commence à parler, qui sont qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais ça, c'est important, c'est un vrai driver. Un truc que tu sais pas forcément, c'est que sur LinkedIn, tu vas voir les gens que quand ils sont au maximum au troisième niveau de connexion. C'est-à-dire que C'est-à-dire. imagine que tu postules chez Nike et qu'il se trouve que tu as un pote de pote qui est chez Nike aussi. Tu vas voir son profil. Donc, par exemple, s'il est manager chez Nike, que c'est un pote de, je sais pas, d'un ami d'amis qui est en stage ou autre, tu peux lui demander un peu d'aide pour savoir comment ça se passe, pour au moins avoir des informations pour pouvoir en entretien dire ah ben je sais que vous bossez sur tel projet ou il y a telle chose, je connais telle personne. Tu peux voir que si elle est à un ami d'amis, ok, D'accord. ou un ami d'amis d'amis. Et le truc, c'est que quand tu as que 63 connexions, tu as très peu de visibilité et tu peux même pas savoir comment les structures sont organisées. Donc, avoir au moins 100, 150 personnes, le but, c'est de. Ça sert à rien d'ajouter des gens que tu connais pas. Enfin, il y a deux approches. Soit tu rajoutes tout le monde et tu as énormément de gens que tu connais, mais bon, enfin, sur le réseau. Ou bien tu as les gens que tu connais vraiment, mais tu les ajoutes au fur et à mesure. Et comme ça, tu auras toujours quelqu'un d'une entreprise que tu connais et tu pourras savoir qui fait quoi. Parce que vu que tu as cette personne-là en premier contact, tous les autres de l'entreprise sont forcément au deuxième ou troisième contact de ces personnes, donc tu pourras les voir. D'accord, ok. Euh, Après, toi, tu penses quoi de LinkedIn Premium, toi? Est-ce que c'est un réel intérêt? Est-ce que c'est un vrai retour sur Oui, investissement? mais pas pour les raisons qu'on s'en fait. En gros, LinkedIn Premium, c'est fait pour contacter des gens quand tu cherches un travail et que. Enfin, il y a plusieurs profils, mais pour ton profil à toi et les profils d'étudiants, c'est tu cherches un stage ou un travail et tu vas envoyer plein de messages. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, en général, l'utilisation qu'en font les étudiants n'est même pas assez avancée pour valoir le YouTube Premium. Qu'est-ce qui demande, quel besoin tu as qui nécessite LinkedIn Premium, du coup? En gros, Dans il faut quel cas que tu aimerais tu. Je quoi? crois qu'il y a un cap au nombre de messages que tu peux envoyer par. Pas un nombre de messages, enfin, d'invitations. Tu peux peut-être contacter maximum 100 personnes par mois ou 150. Mais Ok, déjà, va contacter 100 personnes par mois. Tu contactes 3 personnes par jour. ouais, Si c'est vraiment des trucs personnalisés à chaque fois, tu n'as pas besoin de ouais, contacter autant de gens, tu vois. Moi, j'en ai besoin quand je cherchais un job en Australie parce que je prenais un café par jour. Et donc, pour prendre un café par jour avec quelqu'un, ça voulait, ou va faire un call, j'avais un taux de 10% de café, j'avais un taux de 60-70% de réponse et 10% de café, ou 50%. Donc, je vais contacter 10 personnes par jour. Donc, je faisais ouais. 300 personnes par mois. Et donc là, j'ai eu besoin de YouTube Premium, D'accord. de LinkedIn Premium, tu vois le truc. Mais ce n'est pas utile au début parce qu'en fait, tu as des fonctionnalités où tu peux mettre le. Tu sais, quand tu fais connecter à quelqu'un, tu peux lui envoyer un petit message aussi. Et ça suffit en général pour qu'il t'accepte. Ok, ça marche. Donc, non, enfin, si tu te retrouves bloqué à cause de ça, tu te diras, ouais, il y a toujours un mot gratuit. Ok, ouais, c'est vrai. D'accord, mais je me demandais juste qui utilisait ça, mais ok. Mais en fait, c'est ceux qui vont utiliser ça. Tu as deux options. Tu as les candidats, mais surtout là où c'est puissant, c'est que tu as différents tiers de YouTube, de LinkedIn Premium, encore une fois l'erreur, de LinkedIn Premium, et tu as les tiers pour les RH qui, eux, veulent contacter les. Oui, c'est vrai. Ouais, Il me parce semblait que que c'était plus un truc de recruteur que de recruter LinkedIn Premium. c'est beaucoup plus utilisé par les recruteurs. Tu peux faire des recherches booléennes hyper avancées sur tes profils de candidats et cibler extrêmement spécifiquement. Et ce que vend LinkedIn au bout du bout, c'est tu as un pool des candidats et il te dit, je vais te trouver les meilleurs. Et Mm. c'est extrêmement valuable pour l'entreprise. Ouais, Parce que, sûr. pour l'ordre de grandeur, hein, quand tu recrutes quelqu'un, en général, un recruteur, ça coûte entre 10 à 20% du salaire annuel de la personne. Ouais. Donc, quand tu as des gens qui sont payés 100 000 euros, c'est 10 à 20 000 balles. Mm. Ouais, c'est Même si tu es pas. payé que 60 000, 50 000, parce que tu es plus junior, ou 30 000, c'est quand même 3 à 6 000 balles. Mm, mm. Et donc, avoir un abonnement où tu peux avoir accès à des candidats et pouvoir le faire par toi-même pour 50, 100 dollars par mois, ou 100 euros par mois, c'est sûr que ça paraît cher, 100 euros par mois, mais tu dis 100 euros, 3 000 pour une personne. Bon, Ouais.
Ça va, ouais, finalement, tu relativises. Voilà, c'est pour ça que LinkedIn est très peu cher par rapport à d'autres choses. Pour revenir à ta question qui était, donc là, tu te poses des questions, tu vas finir ton stage, est-ce que tu devrais être en mi-temps ou autre? T'habites où, toi? J'habite en région parisienne. Ok. Chez mes parents. C'est un Bon, détail oui, non, important. c'est important parce que ça veut dire que tu payes pas de loyer, donc tu peux te permettre d'avoir plus de risques. Exactement. Non, c'est important. Les projets, tu m'as dit que tu avais la chaîne YouTube, potentiellement tu as deux audiences et tu te poses des questions. T'aimerais, tu le vois comment en fait, toi? Parce que qu'est-ce que tu aimerais faire comme projet par rapport à tes chaînes? Tu sais déjà, tu as une petite idée quelque part ou... J'ai quelques idées, ouais. Déjà, je coach déjà sportivement des personnes. Mhm. Donc, il y a déjà un service de coaching. Un coaching que je n'ai pas encore développé parce que je n'avais pas le temps, en fait, et qu'en fait, je coach que ceux qui m'ont demandé. C'est-à-dire que je n'ai pas fait d'annonce, en fait. Donc, Ouais, mais j'ai déjà une source de revenus du coaching. ouais. Donc, il y a ça qui est bien. Et tout ce qui est vêtements, il y a aussi des produits, bon, je ne le dis pas, mais des produits que j'aimerais bien commercialiser aussi. Donc, Mhm. voilà, dans le sens où tout ce que j'aime, tout ce que j'aime et que j'aimerais apporter, voilà, je le ferais. J'aimerais bien voilà, créer des produits qui me ressemblent et qu'il n'y a pas encore. Et c'est avec ça que du coup, ça me permettrait de vivre. Mais donc voilà, il me faut un temps pour développer tout ça. Mais voilà, en source assez directe, je dirais que ce serait le coaching et éventuellement des formations créées en fait, qui vont avec le coaching, entre guillemets. Mhm. Et donc, il y aurait ça comme source. Et ensuite l'idéal, le truc le plus long terme et qui rapporterait le plus, ce serait de commercialiser des produits. Ce serait ça l'idéal. Donc, tout simplement, par exemple, ce serait une marque de vêtements. Par exemple. Ouais. Et voilà, ça demande un certain temps. Il y a des gens, potentiellement le faire avec d'autres personnes, pas tout seul. Donc, il faut voir aussi. Et en tout cas, voilà, l'audience est là et il faudrait juste voir comment tout ça se goupille. Voilà. Donc, ce serait en fait des revenus assez multiples. Après, voilà, je suis pas contre. Imaginons que je sois salarié, que j'arrive en 35-40 heures et que j'arrive à avoir une deuxième source de revenus à côté. Je dis pas non, tu vois, si jamais le Ouais. boulot m'éclate. Tu te verrais continuer à vivre chez tes parents pendant encore 1 ou 2 ans? Non, quand même. Quand même pas. Je pense que dès que je peux dégager de quoi payer un loyer Est-ce que le assez coaching te permet de régulièrement, le faire ou déjà ou pas? hum, Non, pas encore. potentiellement oui. Ouais, ok. Potentiellement oui, parce que j'ai pas fait d'annonce encore, mais je sais qu'il y a de la demande. Et, mais du coup, je pense que oui, mais ce sera assez juste et assez. J'ai pas assez de data pour savoir si c'est quelque chose qui durera dans le temps, Ouais. dans le sens où il y a une sécurité. Donc, l'idéal pour moi, ce sera un truc en temps partiel, par exemple, qui m'assure une revenu récurrente et Ouais. sécurisée, qui me permettrait de payer un loyer et partir. Et l'idéal, ce serait de partir dans moins d'un an quand même. Ouais. Faut pas hésiter à se donner un an, hein, en vrai. Enfin bon, ça, c'est la personne qui a 10 ans de plus qui parle parce que je vois à peu près avec le retour d'expérience, je me rends compte que si tu peux profiter de ne pas payer de loyer, c'est tellement un avantage au début, c'est insane. Mm, Et 3 mois de plus chez tes parents ou 3 mois de moins, enfin, c'est pas ça qui va changer ta vie, tu vois. exactement, ouais. Mais en gros, l'analyse, ce que je peux te proposer, c'est juste, en gros, l'analyse de risque, elle est assez simple. Il y a un élément qui ferait que j'aurais envie de dire, tu devrais avoir un job à côté. De base, j'aurais tendance à dire, si vu que tu as des projets et que tu as déjà une audience, le contenu est là, c'est-à-dire que tu as quelque chose, tu vois, le fond est là, la forme est là, et tu as des personnes qui regardent et il y a un market fit, je dirais, fonce et essaye de le faire, genre à 100%. Surtout si tu as l'avantage d'avoir une sécurité financière qui te permet de dire, OK, je ne stresse pas, je peux encore manger et vivre sans avoir besoin d'être dans le rush permanent, tu peux quand même faire des choses bien. Mm, Fais-le à 100% une fois que tu as fini ton stage. La seule chose qui pourrait me faire dire, avant que j'arrive, c'est la seule chose qui pourrait me faire dire que va faire un boulot un peu au début. Le risque que tu as avec ça, quand tu pars à faire, tu peux dire, ouais, mais quand je vais trouver un boulot ensuite si ça ne marche pas. En vrai, vu que tu es dans la communication et qu'en plus c'est lié à ton activité, c'est-à-dire aux vêtements et au sport, au lifestyle, que tout ça est lié, tu pourras vachement facilement le revendre. Surtout ouais, actuellement c'est sûr. où faire YouTube ou le reste est beaucoup plus apprécié, beaucoup plus. Hop là. Hop là. Enfin, tu vas pouvoir le revendre, c'est pas un problème, vraiment. Donc en fait, la seule raison pour laquelle j'irai dans une entreprise, c'est si tu te dis, je veux créer ma marque de vêtements et il y a un truc que je ne sais pas faire actuellement. Et ça peut être typiquement, je ne sais pas trop ce que tu fais à As, mais
une des choses qu'on peut voir dans tout ce qui est contenu qui peut être difficile, qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est procurement, contrat, enfin l'aspect logistique, contrat, autre, qui peut, si tu le fais pendant 3 mois, 6 mois, ou même enfin, une petite période dans une grande entreprise, tu peux voir les process, tu peux voir comment ça se passe. Alors, est-ce que tu l'as déjà eu dans tes expériences précédentes où tu as travaillé chez Balzac et RAD et différentes choses? Peut-être que tu l'as déjà eu. Et si tu l'as déjà eu, tu te dis, de toute façon, j'apprendrai sur le tas, j'ai suffisamment là et OK, je prends le risque, je dirais fonce à 100%. Et si tu dis juste, ouais, il y a une marque qui me plairait absolument de travailler pour eux parce que c'est mon rêve, enfin, tu peux avoir une marque que tu portes cher Ouais. dans ton cœur, dans un poste qui en plus t'apprendrait beaucoup, que tu peux faire pendant 6 mois, 1 an, voire 2 ans, parce que ça te ferait vraiment plaisir et tu t'épanouirais. Alors là, je te dirais, OK, ça vaut le coup de le faire, mais dans ce cas, il faut que tu aies un but très précis et surtout que tu ne perdes pas, qu'avant d'accepter ce travail, tu te mettes une feuille de route et que tu fasses tes projets doivent avancer en même temps parce que Oui, voilà, c'était ça. Et en fait, voilà, moi, dans l'idéal, moi, j'ai pas de rêve particulier, enfin, de boîte pour lesquelles j'aimerais travailler non plus. Pas de, voilà, enfin, il y en a que je préfère que d'autres, mais voilà, il n'y a pas de rêve non plus. Mais en fait, voilà, c'est surtout le fait que ça prenne du temps et qu'il n'y a pas forcément le temps de continuer les projets à côté, en fait. C'est ça, parce que voilà, mes projets, je les abandonnerais pour rien au monde. Et en fait, c'est juste le temps que ça prend. C'est pour ça qu'il y a un truc en temps partiel, ce serait l'idéal pour moi d'avoir suffisamment de temps pour avancer à côté. Parce qu'en fait, voilà, c'est juste cette histoire de. le temps C'est plus une question partiel, de temps ouais, le temps que partiel, d'énergie. c'est un piège, hein, on ne va pas se mentir. Ça dépend comment tu le fais. Ça peut, dans 80% des temps, des cas, ça peut être vraiment difficile à mettre en place. À moins que Pourquoi? tu aies déjà. En gros, si tu es freelance, ça passe de faire un temps partiel. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui font 2 jours de travail en extérieur, consultant, et tu viens faire du travail. Et si tu es dans une entreprise en temps partiel, trouver le contrat qui permet de faire ça, à moins que tu en aies déjà un en tête et tu vois que c'est possible. Là, comme ça, moi, j'en vois pas. Tu as déjà vu des contrats comme. Tu vois quel type de boulot tu pourrais faire à temps partiel? Euh, Ce serait, moi, je vois par exemple, moi, ce serait plutôt genre un boulot de vente, un truc comme ça, que je serais Ok, prêt à sacrifier. Mais ce serait pas, oui, ce serait pas de la com ou un truc comme ça que tu pourrais faire à d'accord, temps ouais. partiel. Parce que j'aurais envie de te dire, si tu pars, enfin, quand on cherche des graduates en général, tu sais qu'ils ont l'énergie, qu'ils sont là, qu'ils sont à fond, donc tu veux quelqu'un en full time parce que ça fait pas sens Ouais. entre un temps partiel graduate et un jeune. Enfin, toi, tu dis non, je te veux full time. Par contre, un job de vente, oui, là, c'est différent. Tu te dis, j'ai un job qui va me permettre d'être un peu alimentaire et de me rassurer, de faire 1 ou 2 jours. Et le reste. Puis, idéalement, tu n'as pas de boulot quand tu rentres à la maison pour que tu n'aies aucune charge mentale. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est ça aussi que je voudrais aussi. C'est cette charge mentale aussi qui Ah prend oui. et qui empêche d'avancer. C'est ça que d'ailleurs que j'étais un peu avide de contenu enfin, de savoir comment toi tu bossais, que tu arrivais à articuler les deux. Parce qu'en plus, comme tu m'as l'air d'avoir un taf assez prenant, tu dois faire quand même pas mal d'heures. Je sais pas comment c'est en Australie, mais aussi, voilà, niveau charge mentale, comment tu arrives à gérer les deux. Donc, Non, c'est une bonne question en ce moment. Donc, en ce moment, je fais 2 vidéos par semaine depuis 3 mois. ce qui est beaucoup, ouais. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme parce que surtout, enfin, c'est pas des vidéos sans coupure non plus, tu vois, je les édite toutes. Euh, Il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'ai beaucoup optimisé mes process. À la base, ce que j'aime faire, c'est automatiser les choses. Je rends les choses simples et j'automatise. Ouais, Donc, j'aime faire ça dans mon travail et j'aime faire ça en perso aussi. Donc, je mets en place des process qui sont efficaces, etc. Euh, donc, mon process maintenant, typiquement, d'édite de vidéo est super streamline. J'édite une vidéo il me faut 1 à 2 heures pour éditer une vidéo. Mon but, c'est 1 heure. En vrai, je fais 1 heure et demie, enfin, du début à la fin sur l'édite. ouais. Ce qui peut paraître, je sais Ça pas, va, hein. Ce qui est rapide, je trouve. c'est hyper rapide. Non? J'ai vraiment Ouais. hyper streamliné. Au départ, enfin, il y a une de mes vidéos, une de mes meilleures, qui m'a pris 35 heures à faire tout compris. Maintenant, je veux mettre entre 4 et 8. Idéalement, je veux mettre 4 heures. En vrai, je mets 4-5 heures. Mais avant, il y a 3 mois, je mettais 8 heures par vidéo à peu près. Alors que là, maintenant, Oui, j'en ça mets va plus peut-être que bien progresser. 4. Ouais. Et je pense que je ne peux pas vraiment aller en dessous de Si, je peux. C'est pour ça que je vois quelqu'un après-demain pour commencer à m'aider potentiellement sur ma chaîne. Un jeune qui veut un peu de mentoring et qui pourrait m'aider à faire notamment de la recherche sur deux contenus. Oui. Euh, mais donc, c'est extrêmement streamliné. J'ai un travail qui me permet de travailler. Je travaille 35 heures, 35-40 heures, on va dire. Ah, ça va? Mais D'accord. Oui, ok, 40. ouais, ouais, j'ai fait le choix de sortir. Avant, j'étais en construction. J'avais du back-to-back. Je travaillais 12 heures par jour sur site où j'avais des week-ends. J'ai fait des nuits, des cycles de chiffres de nuit de semaine. Après, tu as du jet lag de Ouais. 12 heures toutes les 2 semaines. Enfin, insupportable. Je l'ai fait, mais je me suis dit que j'allais me diriger vers tout ce qui était IT parce que ça permet de justement gérer ça beaucoup plus facilement. Et donc, cette deuxième chose, c'est que mon job me permet de le faire. Je suis installé, c'est-à-dire que j'ai un beau bureau, enfin, j'ai tout le setup qui est bien. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, en ce moment, je suis en sur-régime.
on va pas se mentir. Et je sais que c'est pas tenable, c'est qu'on est en confinement depuis 3 mois en Australie, on va encore l'être pendant quelques semaines, et que je ne sors pas, je ne vais pas au travail en transport, que je vois pas mes potes et que je peux pas sortir de chez moi à part pour faire du sport une fois par jour, Hmm. et que c'est pour ça que je peux produire autant. Oui, Euh, d'accord. et la vérité, c'est qu'il faut que je trouve un moyen de réduire ça, parce que je suis en sur-régime, que j'ai toujours beaucoup travaillé de toute façon, mais que là, je travaille vraiment beaucoup. Et... Mais ça va le faire. Je sais que je peux encore tenir 2-3 mois, il n'y a aucun problème. Enfin, 1 ou 2 mois, on va dire. Il faudrait que je trouve des solutions pour réduire certains trucs. Mais c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Et c'est uniquement parce que je vois exactement où je veux aller que je peux le faire. Si j'avais pas un projet Oui, extrêmement précis de où je veux mener la chaîne et ce qui est possible de faire, et que j'avais pas des retours positifs, comme toi, tu les as déjà, ça c'est bien. D'étudiants, je reçois des emails toutes les semaines de remerciements, de gens qui ont trouvé des stages, des jobs, qui comprennent des choses et qui sont contents. Donc ça, c'est cool. Euh, si j'avais pas ça, ouais, ce serait beaucoup plus dur. Mais ouais. c'est pour ça que Et je te pourquoi est-ce recommande, que si tu tu peux, de ne fais... pas travailler à côté, de foncer. Soit tu fais 2 jours ton option, 2 jours de vente et foncer à côté, ou juste foncer tout court, vraiment, tu as l'énergie, fonce. Parce que plus tu grandis, ça je ne savais pas, mais plus tu vieillis, ça a l'air horrible, mais même à 31 ans, et pourtant je suis dynamique, je sens qu'il y a des nocturnes que j'aurais pu faire beaucoup plus facilement quand j'avais 20 ans. Et je Ouais, me c'est dis, sûr, j'aurais je pense aussi. vraiment. Hmm. Donc là, C'est il pour ça que faut. oui, j'ai... Vas-y, Je vas-y. pense que, je pense que voilà, je me donnerais soit un temps complet vu que je suis un peu chez mes parents ou que je prendrais un truc partiel pour ça. Mais oui, j'aimerais bien quand même pousser un peu pour voir ce que je suis capable de faire et ce que ça peut m'apporter du moins. Le potentiel, au moins voir le potentiel qu'il y a. Et comme ça, comme toi, une fois que je vois le potentiel qu'il y a, je suis un peu drivé par ce que ça peut m'apporter. Parce que voilà, je navigue un peu dans le flou parce qu'en plus j'avais fait une pause là cet été. Donc Hmm. voilà, ça permettrait au moins de mieux voir, de mieux voir les choses. Le... S'il y a un Et conseil ce par truc, rapport à pardon. S'il y a un conseil par rapport à ta situation, c'est en fonction d'à quel point tu arrives à travailler longtemps et enfin, en tout cas efficacement au début, de prendre ou non un boulot secondaire en fonction. C'est-à-dire que si tu arrives à vraiment être organisé, avoir malgré le fait que tu es encore un peu dans le flou, avoir un drive et te dire, j'arrive à vraiment bosser 50 heures, 60 heures par semaine sur mon projet, en mode hyper focus et que tu fais que ça, pourquoi aller t'embêter à aller trouver un truc pour bosser 2 jours par semaine pour avoir un peu d'alimentaire alors que tu as encore la sécurité d'être chez tes parents? hmm, Par contre, ce qui risque de se passer, et je ne connais pas ton profil encore, donc tu vois, je ne pourrais pas te dire ce qui est le mieux, c'est pour ça que je te dis les options bien qui sûr, sont. oui. Mais moi, je sais qu'à ce moment-là, surtout, pourquoi je dis ce qui risque de se passer, c'est parce qu'en fait, je mets en miroir la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années sur toi, et vu que j'étais dans le flou aussi, bah, j'avais moins de drive et de focus parce que je ne savais pas exactement où aller. Et donc, je travaillais efficacement, mais plutôt, on va dire, 3-5 heures par jour, enfin, 2 heures par-ci, 2 heures par-là, 3 heures par-ci. J'avais un call, ça me remotivait, je bossais 2 jours. Et je bossais quand même bien, mais plutôt la moitié de la semaine. Et le reste du temps, on va dire que c'est pas que je faisais pas grand-chose, mais tu sais, je me perdais un peu, je réfléchissais à des différents. Alors Ouais, que tu te disperses un peu. voilà. Alors que ce temps-là, tu peux juste le faire quelque chose de manuel ou d'automatique, même si tu es en relation avec des clients et que tu es en vente. C'est quand même relativement répétitif dans Oui, une c'est certaine ça. mesure. Hmm. Ça demande moins de drive et C'est aussi, vas-y, tu c'est peux aussi une focaliser ton temps décharge et voilà. mentale. Voilà, c'est aussi une décharge mentale. C'est pas un stress en plus. Tu fais, voilà, je fais C'est ci, je ça. fais ça se passe C'est ça. bien. Et aussi le fait que, voilà, quand au début, tu lances tes projets, bah, ils sont pas tout de suite rentables. Enfin, t'as pas une rentrée d'argent tout de suite. Alors que, voilà, ce boulot en temps partiel permet aussi de se reposer Mais t'as pas l'esprit en besoin disant, bon, de. T'as pas besoin, enfin, ça dépend si t'en as besoin, mais si t'es chez tes parents, t'as pas besoin d'entrer d'argent au début. Et pendant 1 ou 2 mois, je veux dire. ouais, ouais, voilà. Mais l'idéal, c'est quand même d'en avoir quand même un petit peu qui rentre. Hmm. C'est pour ça qu'un temps partiel, ça Ouais, mais irait, les quoi. coachings, typiquement, je te dirais avant de regarder le temps partiel, regarde si tu peux pas faire l'advertising de ton coaching sur ta mailing list, typiquement, sur ton Hmm. Instagram. Et si tu as déjà suffisamment de personnes qui veulent du coaching, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller faire le temps Ouais, c'est partiel? ça. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, le truc, c'est que ouais, j'ai réfléchi. En fait, j'en ai un en tête. Bon, je peux pas trop en parler, mais ça me plairait aussi de le faire. Donc, en fait, il y a aussi ça. Ouais, il y a plein de trucs qui font que Si tu veux, je peux arrêter le j'ai envie recording de le faire. si tu veux qu'on parle du truc, hein. Non, t'inquiète, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Non, je te fais confiance. Et puis, non, voilà. Mais oui, voilà, c'est sûr que je pèse un peu le pour et le contre de tout. Mais oui, quoi qu'il arrive, je bosserai sur mes projets. Mais oui, du coup, toi, ta chaîne YouTube, tu l'as depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. Mais ça Deux fait ans, oui. 5 ans, ça fait 4 ans que j'ai créé ma boîte à la base. Parce qu'à la base, j'ai commencé par du coaching. Mais parce qu'en fait, à la Mais base, du j'avais coup, là, mes amis. ta boîte est toujours d'actualité ou pas? Bah, structurellement, oui, parce que c'est ma boîte qui chapeaute. Enfin, la chaîne YouTube est affiliée à l'entreprise. D'accord. Même si c'est une sorte d'auto-entrepreneur, mais je déclare ça comme une entreprise.
Et donc, du coup, comment ça marche juridiquement d'avoir être salarié et d'avoir sa boîte d'auto-entrepreneur à côté? Il faut que, que mon employeur accepte que j'ai une seconde activité et que je confirme qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. D'accord. Et par exemple, là, j'ai fait une vidéo sur l'affaire Naval Group, les sous-marins, c'est l'affaire Ouais. franco-australienne. Et j'ai parlé avec un mec technique parce que ce qui m'intéressait, c'était l'aspect technique et l'aspect humain des personnes sur place. Et je lui ai dit dès le départ, écoute, moi, je ne peux pas faire quelque chose de politisé parce que je ne prendrai aucune opinion, tout simplement parce que je ne peux pas me permettre de prendre une opinion en tant qu'employé du gouvernement australien. Je ne peux pas dire ce que fait l'Australie, c'est nul, tu vois. Et même, je ne peux pas dire c'est Ouais. bien non plus parce que je ne suis personne. Enfin, j'ai pas cette autorité-là du point de vue du gouvernement. D'accord. Donc, je lui dis, on parle technique. Par contre, il y aura. Je ne veux pas entendre parler de géopolitique, de politique, d'économie. Je suis ingénieur, je ne suis pas économiste et j'ai pas le droit, tu vois. Mais même si j'avais voulu, D'accord. j'aurais pas pu parce qu'il y aurait un conflit d'intérêts. Ok, d'accord. Ok, bon, ça va. Donc, ça me En limite gros, un imaginons peu. que je vais. Mais Ok. vas-y, mais toi, Genre, si genre, si je veux travailler pour une boîte de vêtements, faut pas que je crée une, une marque qui soit concurrente, quoi, c'est ça. Pour entre toi, ça sera guillemets. un peu plus. C'est pour. Transposer, ouais. Ouais, alors, si tu travailles en tant que employé, on va dire lambda, c'est pas grave. Parce que, tu vois, c'était pas dans un but négatif, c'est plus dans le sens où si tu n'apportes pas une valeur créatrice ou une valeur ajoutée au produit hors de l'expérience client qui est, on va dire, délimitée par des process réguliers et récurrents et sur lesquels tu n'impactes Oui. pas, Si tu fais c'est pas pas par, si t'impactes pas l'ADN de la marque, quoi, l'image de marque. exactement. Au boulot, tu fais ton boulot très bien, tu ne représentes que l'entreprise et si on te parle de ta chaîne, tu dis bah, c'est gentil, mais là je suis au travail, donc on pourra en parler. Si quelqu'un te reconnaît, tu vois, tu dis tu fais une claire séparation, il n'y a aucun problème. Par contre, si tu étais en communication marketing de la marque et que là tu as une chaîne YouTube à côté où tu parles d'autres marques, ça commence à être un peu difficile. Ouais, ouais, normal. Par Ok. contre, si tu parles uniquement des techniques et de la. Enfin, tu peux avoir un angle qui est jouable, mais c'est toujours la question de comment tu angles tes contenus. Ouais, ok. Typiquement, tu ne pourras pas faire de revues de. Enfin, ce sera très dur de faire des revues de produits de concurrents. Ou bien, il faudra l'avoir défini clairement avec ton entreprise. Ouais, ok. Ok. Ouais, c'est vrai que ça paraît en fait aussi assez évident comme règle. Mais ok, ça marche. Disons que tu. En tant que tel, il n'y a pas de règle. C'est juste que tu vas avoir des gens en face de toi. Ce qui va se passer, hein, ce n'est pas les règles en soi. C'est que tu vas avoir la directrice marketing de la boîte qui va faire. Qui, un jour, ça va lui retomber sur les oreilles parce que quelqu'un aura vu ta vidéo où tu parles d'un autre produit. Et si la responsable marketing, elle voit la vidéo, elle fait, ou même le titre ou la miniature qui était un peu clickbait parce que tu voulais justement que les gens cliquent, mais elle ne connaît pas YouTube, elle voit ça, elle fait, c'est quoi cette connerie? Toi, ils bossent pour nous, mais qu'est-ce que tu fais à aller promouvoir la concurrence? Enfin, elle ne veut même pas regarder ton contenu, même si elle regarde, elle peut ne pas aimer, ou tu vois, ça peut créer des tensions et c'est ces tensions-là que tu vas absolument éviter et avoir désamorcé avant. D'accord, ok. Ouais, ouais, ça paraît aussi évident en fait, mine de rien. Ok. Bah écoute, bien noté. Je garde bien ça en tête. Et puis, on verra. Tu as d'autres On verra questions par pour rapport quel. à ça, par rapport à ton projet et tout ça ou... Non, ça va, ça va, ça va. Bah voilà, j'avance un peu, je verrai comment. Non, pour l'instant, ça va. C'est des questions, je prends les avis un peu de tout le monde, mais en fait, ça se jouera aussi sur comment ça se finira, quand est-ce que les projets prendront. J'ai besoin de voir comment les événements vont, vont se produire pour pouvoir prendre une décision vraiment, plutôt que là, faire un peu toutes les situations dans ma tête et choisir. Donc, me laisse un peu de temps encore. Tu as l'air d'avoir une petite préférence quand même. Ouais, bah c'est sûr que bah, la préférence ce serait de bosser pour soi. Après, il faut voir comment ça se fait. Parce que j'ai éventuellement un partenaire avec qui j'aimerais bosser. Faut voir si ça se fait finalement. Parce qu'on a discuté comme ça, mais il faut voir. Faut voir aussi qu'est-ce que je produirais et tout. Donc, faut voir aussi si l'audience est toujours là. Parce que ma chaîne est un peu morte, entre guillemets. Dans le sens, ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de contenu sur les vêtements. Donc, pas mal de Ouais, gens qui se sont barrés et tout. Donc, mais je crois que ça d'ailleurs, date pourquoi de. t'as arrêté? Parce que je me suis abonné, parce que en vrai, hein, j'aime bien, sinon je t'aurais pas demandé, mais j'aime vraiment bien ton contenu. Je trouve qu'il est cool. Tu as quelques blagues des fois qui sont drôles et tout. Ton edit est bien. On voit que tu commences aussi, mais il est solide, quoi. Enfin, tu as une patte et c'est agréable. Et Ok. qu'est-ce Alors, qui en fait que ça fait. t'a saturé, en fait? Tu m'as dit, enfin, t'avais dit au tout début, j'ai fait une saturation de. Bref, qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, mais j'en avais parlé d'ailleurs dans une des vidéos, c'est Ah, merde. celle où je donne des nouvelles et des annonces. Et en Mhm, fait, ouais, je disais qu'en fait, j'ai arrêté vers juin mhm. pour plusieurs raisons. La première, c'était que c'était ma fin d'année et que j'avais tous mes projets à rendre, j'avais aussi Ouais. tous mes contrôles. J'avais aussi mon mémoire à rendre.
voilà, c'était un long temps, ça me prenait beaucoup de temps, donc il n'y avait plus forcément de temps pour YouTube. La deuxième raison, c'est que j'étais beaucoup dans le powerlifting aussi, parce que j'ai réussi à récupérer un bon niveau et à participer à plein de compétitions. Et j'en ai eu 4 cet été, donc, qui sont faites en 4 en 3 mois. Donc, Ouais. c'était vraiment intense. En fait, j'avais la tête aussi qu'à ça, parce que voilà, je pensais à mes compétitions, trop bien, je vais les faire. J'avais moins la tête à YouTube, j'avais moins le temps aussi pour le mémoire et tout ça. Et aussi parce que voilà, je saturais un petit peu des vêtements. Et donc, du coup, globalement, ma décision, c'était bah, tout simplement dès que le mémoire, l'année scolaire se termine, j'ai plus de temps, je m'y remets. Et pour éviter de saturer à parler que de vêtements, je vais parler powerlifting et vêtements. Sachant qu'en fait, ceux qui sont sur Instagram, ça les étonne pas parce que sur Instagram, je parle vraiment des deux. Et c'était que sur YouTube, en fait, où je parlais que vêtements, où j'avais décidé de me positionner là-dessus. Et donc maintenant que j'ai un peu franchi mes barrières psychologiques, par exemple, comme j'ai atteint 1000 abonnés, je me suis dit, bon, bah, ça veut dire que j'ai été capable de partir de zéro pour arriver à 1000, parce que je suis vraiment parti de zéro pour le coup en abonnés. Donc je me dis, bon, bah voilà, ça m'a suffi en fait à me le prouver. Donc, je me dis, bon, bah maintenant, je fais quasiment ce que je veux de ma chaîne. Si j'ai envie de parler d'un truc, je le parle. Si j'ai envie de parler de moi, comment je vais, quels sont mes projets, parler de mon sport et tout, bah, je le ferai maintenant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de changer de cap et que du coup, maintenant, YouTube va reprendre. Mais voilà, le nombre de vues a baissé forcément, parce que voilà, c'était l'été et que j'ai arrêté. Et aussi, j'ai aussi reçu quelques messages des gens qui me disaient que bah, ils m'encourageaient, que c'était cool, mais que globalement, voilà, ils allaient quand même se désabonner. Je leur dis, ok, pas de souci, je comprends leur décision. Et puis voilà. Attends, Mais donc voilà, c'est c'est un fou peu qu'il y ait un des gens qui renouveau. t'écrivent ce genre de messages. Bah, en fait, je pense qu'ils aimaient vraiment bien ce que je faisais, ce que j'ai réussi, parce qu'en fait, ils m'ont vraiment bien encouragé. Mais en fait, ils voulaient quelque part s'excuser, je pense, du fait qu'ils devaient se désabonner, en fait. Mais c'était pas en mode c'est nul, je me désabonne. C'était vraiment, ils m'expliquaient avec des gros pavés qu'ils aimaient vraiment bien ce que je fais, mais que voilà, ils ont eu du mal, par exemple, à regarder mes dernières et qu'ils ont choisi de se désabonner. Et que voilà, ils étaient désolés, mais qu'ils m'encourageaient beaucoup dans mon épanouissement avec ma chaîne. Hmm. Donc c'était Ouais, assez bienveillant finalement. la question que je me poserais presque, c'est. Bon, en vrai, fais ce que tu veux, juste si tu veux produire du contenu, vas-y. YouTube aime bien quand il y a un sujet, là tu vas changer, bon, à voir. Est-ce que c'est mieux de faire deux? Est-ce que c'est mieux d'en garder une et de faire les deux sujets? Les deux sont complémentaires, donc tu as les deux options. C'est ça, en fait, il faut que j'arrive à articuler les deux. C'est un peu toute la réflexion qu'il y a. Comment je vais réussir à parler des deux en même temps. Sachant qu'il y a beaucoup de sujets communs, hein, parce que le powerlifting, c'est soulever des barres, c'est un milieu assez proche de la musculation, donc un truc assez visuel, assez apparence. Et les vêtements aussi, c'est quelque chose de très visuel, de très apparence. Donc, il y a moyen de relier les deux aussi d'une certaine manière. Mais totalement, en fait, totalement, les deux peuvent être liés. Il faut dive into in et dedans et puis faire des contenus qui sont, comment dire, qui. En fait, l'impression, je pense, et c'est peut-être moi, mais c'est vrai qu'on voit les derniers contenus. Je pense que. Enfin, moi, je vois ta chaîne, je me dis, bon, en fait, le powerlifting, ça m'intéresse moi aussi, mais dans ma tête, je me dis, bah, je m'en fous tant qu'il continue à faire une vidéo sur deux au moins ou une vidéo sur trois qui est un truc qui m'intéresse. Mm. Et si j'ai l'impression que tu pars que sur du powerlifting, bah là, forcément, je me dirais, bah, c'est cool, tu vois, genre, cool pour toi, c'est juste que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais si tu as toujours un équilibre, bah, Mm. et c'est peut-être aussi le fait que, bah ouais, vu qu'en fait, il y a eu 3 mois où tu n'as pas de vidéo et tu t'envoies une, t'envoies deux, t'envoies trois, t'envoies quatre, bon, est-ce qu'il n'y en a pas une qui va arriver que j'aurai envie de voir? C'est ça, ouais. Et s'il y en a une sur deux, cool, bah tant mieux. Et je pense que c'est peut-être ça aussi. Ils sont peut-être dit, en fait, il va Mm. faire que du powerlifting. Enfin, c'est peut-être comme ça que je le Oui, prendrais c'est moi. ça. Non, bah là, en fait, ça c'est particulier parce que ma dernière vidéo de vêtements date de juin, je crois. Puis ensuite, il y a un vlog qui est juste Ouais. moi qui débarque à Paris avec des potes. Voilà, mais donc il y a pas, ça parle pas vraiment vêtements non plus. Ensuite, je crois que c'est un bêtisier, donc voilà, Ouais. de l'année, ça faisait un an. Ensuite, c'est ma vidéo des nouvelles et des annonces. Donc en fait, c'est des vidéos pas de vêtements purs, donc c'est pour ça que voilà, il y a eu un petit trou. Puis ensuite, je parle de powerlifting. Mais en fait, voilà, je compte voilà quand même reprendre quand même un bon contenu solide. Là, la vidéo de powerlifting que j'ai fait, par exemple, c'était juste un point de départ pour expliquer, mais maintenant, c'est Mhm. bon, ça va repartir bien. C'était juste, j'avais besoin de faire ce petit truc. Je savais de toute façon que pas beaucoup de gens allaient la regarder, mais en fait, T'as eu des médailles sur tes ouais, j'en ai compètes? eu. Ouais. T'en as eu Ouais. combien? Bah là, celle-là, j'ai fini deuxième, par exemple, celle dont je parle. Bah en fait, le truc, c'est que c'était pas vraiment une vidéo qui était faite pour cliquer, en fait. C'est une vidéo que j'ai faite vraiment où je voulais expliquer ce que c'était, la base, parce que étant donné que c'est quelque chose qu'on va revoir plus tard,
au moins ils sauront que, genre, si je fais une basic power, que, ah, du coup, pourquoi, c'est quoi, il parle de ces trucs, je sais pas, il fait des reviews de ses entraînements, il fait des points. Et en fait, il y aura une vidéo de base qui leur explique en fait ce que c'était. En fait, c'était vraiment une vidéo pour expliquer, c'était vraiment pas pour du clic, je l'ai faite à l'arrache, hein, c'est moi qui parle dans un coin de la vidéo, c'est vraiment pas bien fait. Mais ça, Mais c'est donc pas voilà, grave à la limite. ouais, ouais. Non, mais je voulais juste faire un truc qui permette aux gens de savoir en fait ce que c'est sur mes prochaines vidéos en plus. C'était plutôt ça l'intérêt. Le truc que j'avais envie de parler, je sais pas si ça va faire l'objet, mais du fait que moi, bah, sûrement tu dois sûrement le dire, on en a parlé un peu, mais d'avoir créé du contenu de mon côté, ça m'a énormément aidé pour mes recherches de stage et d'alternance. Parce que on sous-estime assez, on s'en rend pas compte, mais en fait, on s'en rend compte quand on est dedans, en fait, de l'opportunité que ça donne. On voit 100 abonnés, 200 abonnés, mais en fait, c'est énorme et la plus-value apportée sur un CV ou une lettre, c'est pas rien, quoi. Et je comptais en parler, je sais pas si tu auras un moment pour en parler vite fait, mais je pourrais te faire mon témoignage et c'est souvent moi ce que je te donne comme conseil parce que c'est le conseil qui m'a le plus aidé, en fait, moi. Sur le fait de faire du contenu? Que le fait d'avoir créé du contenu m'a débloqué, m'a multiplié par je ne sais combien les réponses positives à mes candidatures, quoi. Ouais, même, Parce que c'est cool, voilà, c'est intéressant même sur une petite chaîne. Tu bah, ça peut être même l'objet d'une autre vidéo, si tu veux, un autre entretien. avec Enfin, grand plaisir. Tu en as déjà parlé toi ou pas avec, des gens de ce genre de sujet ou pas du tout? j'en ai souvent parlé bah, avec les gens qui, bah, là, comme j'étais en Master 2, les Master 1, et tout mon entourage à chaque fois, ou tout simplement ils demandent comment tu as trouvé et tout, et j'hésite pas à leur dire, bah écoute, j'ai créé du Mmh. contenu et voilà, ça fait la différence. OK. Non, mais ça me paraît super comme sujet. Écoute, j'y réfléchis et je fais d'abord la vidéo comme ça tu auras un peu 1er exemple et après, pourquoi pas se refaire la Ok. call avec grand plaisir. Ouais, ok, ça roule. Merci pour ton temps en tout cas Thomas, super sympa. Non, bah Hem merci à toi. et puis, à bientôt. Ouais, bah oui, à bientôt du coup. Salut Allez, à Thomas. toutes.